vous allez bien? Alors, pour ce matin, je vais continuer la démonstration concernant le mapping des associations et de l'héritage. Je crois que... Alors, j'avais déjà présenté l'exemple du cas des associations one-to-many, many-to-one, one-to-one. Donc, ça, c'est à travers l'exemple d'application. On avait pris cet exemple-là. Voilà, c'est le cas de patient rendez-vous médecin consultation. Donc ça, c'est un use case. Je vais également faire une démonstration concernant le cas d'une association many-to-many. Je vous rappelle que many-to-many, je prends le cas de, par exemple, un utilisateur qui appartient à plusieurs groupes et un groupe concerne plusieurs utilisateurs. Et également le cas de many-to-many avec une classe d'association. OK. C'est le cas, par exemple, un étudiant peut s'inscrire dans plusieurs cours à une date donnée avec un score obtenu, par exemple une note. Et également, il y a le dernier cas, c'est le cas de l'héritage. Notamment, comment mapper l'héritage avec les trois stratégies, savoir single table, table per class et joint table. Okay. Alors, pour faire ça, bien. Alors je vous rappelle que en fait, pour créer un projet Spring, si vous travaillez avec IntelliJ Ultimate, vous pouvez directement créer un projet Spring Initializer. Alors, on va l'appeler toujours, ça c'est démo GPA inset, ça c'est le nom du projet. Alors, ma.inset, alors on va utiliser Java 8 pour le moment. Next, et après on va choisir les dépendances. Je vous rappelle que les dépendances, il y a Spring Data GPA. On a besoin d'utiliser une base de données H2 dans un premier temps. Et après, on a besoin d'utiliser le web. En fait, on va toujours créer des applications web. Et après, les outils comme, par exemple, Lombok. Les dépendances comme Lombok. Donc, ça, c'est les dépendances dont on a besoin. Bon, la dernière fois, je vous ai montré également que pour créer un projet Spring Boot, vous pouvez également passer via le site start.spring.io. Vous pouvez faire la même chose. Alors maintenant, c'est à vous de choisir en fait. Je sais pas, par exemple, si vous travaillez avec IntelliJ, par exemple, Community, et après vous n'avez pas installé tous les plugins, etc. Vous pouvez toujours passer via le site start.spring.io. Alors, je vous rappelle ça c'est un projet Spring Boot, une application classique, et on va essayer de créer quelques entités GPA dans laquelle on va essayer de résumer les cas restants. Alors, dans le package de l'application, je vais créer un package, un sous-package que je vais appeler Entities. Alors, dans lequel, dans un premier temps, je vais traiter le cas d'une association many-to-many. Donc, je prends par exemple la classe User et la classe, par exemple, Role, ou bien Group, Role. Ça, on aura souvent besoin dans la partie sécurité. Un utilisateur peut avoir plusieurs rôles et un rôle peut concerner plusieurs utilisateurs. Ok. Alors, la classe user est définie par son ID. User ID. Alors, si vous voulez user ID, vous pouvez mettre quelque chose comme ça, user ID de type string. Comme ça, on pourra utiliser le mot UUID pour un user ID. Donc, c'est de type string. Donc, user ID et après username. Username. Et
après, par exemple, password. OK. Et après, donc, un user peut appartenir à peut avoir plusieurs rôles. Donc, c'est-à-dire, on peut avoir une collection de rôles ou bien une liste de rôles. Alors, ça, c'est pour un user. Et après, la même chose, un rôle peut concerner plusieurs utilisateurs. Donc, la classe rôle est définie par son ID. Alors, pour changer, on va dire ici, donc c'est un long. Donc, ID. Le nom du rôle. Et c'est tout. Et après, un rôle peut concerner plusieurs utilisateurs. C'est-à-dire, vous avez également une collection de users. On va appeler users. Voilà. Alors ça, c'est en fait les entités de base. Alors en fait, on va faire le mapping maintenant. Si je reviens à la classe user, donc donc d'abord pour les getters et setters, ne pas oublier parce qu'il faut utiliser l'unbook. Donc ici c'est data, donc arg constructor, all arg constructor. Et après, donc c'est une entité GPA. Je vais utiliser entity. Alors, je vous rappelle que table n'est pas obligatoire. Table name égale users. Donc, ça, c'est le nom de la table. Alors, pourquoi je ne sais pas obligatoire, mais il faut faire attention parce que, supposons, vous utilisez la classe groupe. Groupe avec P. Parce que ça, c'est des erreurs qui peuvent vous arriver, c'est sûr. Supposons la classe rôle, vous l'avez appelée la classe groupe, comme ça. OK? Alors, si vous mettez entity et que vous ne spécifiez pas table, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'au démarrage, il va tenter de créer une classe qui s'appelle groupe, comme ça. Or, groupe, c'est un mot-clé de SQL. N'est-ce pas? Ça veut dire qu'il va créer une table, create table, group. N'est-ce pas? Et vous allez voir que Hibernate ne va pas générer la table group, il aura du mal et après vous allez beaucoup chercher, tout simplement parce que il faut faire attention, les mots-clés du langage SQL, il faudrait les éviter pour les noms c'est-à-dire des tables et les noms des attributs. D'accord? Alors ça, c'est des choses qui peuvent arriver, donc notamment, bon. Pour cela, bon, ici, donc, je suis sur rôle. Ici, il n'y a pas de problème. Si jamais, par exemple, la classe s'appelle groupe, vous pouvez la laisser. Mais il ne faut pas oublier d'ajouter table. Et table, comme ça, vous donnez un nom qui diffère du nom de la classe. Il y a groupe, il y a aussi le cas de description. Description. Quand vous voulez déclarer par exemple un attribut description, on va l'ajouter ici, après on va voir. Private par exemple, string description. Alors description, au lieu de l'appeler description, vous l'appelez comme ça. N'est-ce pas? Pas sûr, mais on va tester. En tout cas, donc j'ai un rôle, je voudrais lui ajouter un attribut qui s'appelle disc, comme ça. Alors vous savez que quand vous faites order by, vous avez le mot-clé ascending, descending, n'est-ce pas? Alors normalement c'est un mot-clé. Bon, après on va voir ce qui va se passer. Alors la classe donc user, donc c'est une entité, donc il nous faut donc la notation ID. Ici donc c'est un string. Et après on va utiliser ici la notation mini
to many. Alors, many to many. Et après, la classe role doit être une entité, c'est normal. On va utiliser ici donc la notation d'état. Et quoi d'autre? Un constructeur sans paramètres, un constructeur avec paramètres. Bon, c'est une entité GPA. Ici donc la notation ID. Là, on va utiliser Generated Value. Je vais les générer automatiquement. Stratégie, Identity. Et là, ici également, je vais utiliser Many to Many. Alors, c'est une association qui est bidirectionnelle. Alors, quand vous avez une association Many to Many, donc il va falloir bidirectionnel, comme la dernière fois, il faut utiliser Mapped by. Okay? Alors, dans la classe User, par exemple, soit ici, soit là. Soit dans la classe User, soit dans la classe Role, on va utiliser Mapped by. Mapped by quoi? Alors, ici, un attribut. Dans la classe Role, il y a un attribut qui s'appelle Users. Vous voyez, donc ici, donc, c'est ça l'attribut. Alors ça, c'est un peu l'un des points forts, comme je disais, de IntelliJ, c'est que là, il sait bien qu'il s'agit d'un attribut. Donc, si vous faites CTRL, vous cliquez dessus, donc il va vous montrer bien l'attribut correspondant. Parce que si vous mettez un attribut qui n'existe pas, donc ça ne va pas passer. Oui. Alors après, donc, quand vous utilisez donc, ça, il y a également la propriété fetch. Alors nous avons des fiches qui peuvent être soit lésées ou bien eager. Alors par défaut, c'est lésé. Alors ici, donc, c'est un cas assez pratique dans lequel on va utiliser eager. Eager, ça veut dire quoi? Ça veut dire que à chaque fois que je vais lui demander de charger un user, il va charger automatiquement les rôles de cet utilisateur. Ce qui est assez logique, parce que dans la sécurité, quand je suis authentifié, au niveau de la session de l'utilisateur, il faut trouver les rôles. Donc, quand vous utilisez eager, il ne faut pas oublier d'initialiser. Vous mettez new array list. Alors, vous allez comprendre pourquoi, pour éviter un null pointer exception, dans le cas où vous allez associer, bien sûr, l'objet, plutôt associer un rôle à un utilisateur. Alors, c'est la même chose pour rôle. Ici, donc, si vous souhaitez, donc, vous pouvez utiliser donc, fetch ici, eager, par exemple. La même chose. Ici, vous mettez new array list. Alors ça, en fait, c'est comme ça qu'on mappe une relation many-to-many. Alors bien sûr, quand vous dites many-to-many, il y a également une notation qui s'appelle join table. Alors par défaut, donc join table n'est pas obligatoire parce que normalement dans join table, il faut spécifier comment vous voulez appeler la table jointure. Parce que vous avez une relation many-to-many, ça va se traduire au niveau base de données par la création d'une table d'association. Une table de jointure, n'est-ce pas? Bon, cette table de jointure, donc vous pouvez toujours lui donner un nom. Ici, donc, vous pouvez l'appeler, par exemple, role users, n'est-ce pas? Role, users role, comme ça. OK? Alors, si vous ne mettez pas donc, le nom de la table, il va choisir par défaut ça, la même chose. C'est users role. Donc ça, c'est le nom de la table de jointure. Alors ici, donc, pour le moment, on ne va pas le spécifier, on va la mettre en commentaire. Mais après, également, vous pouvez choisir, mettre virgule. Vous pouvez spécifier donc les noms des clés étrangères. Parce qu'en fait, la table jointure va se composer de deux clés étrangères. Il y a une qui va représenter users, et une clé étrangère qui va représenter les rôles. Donc, si vous voulez attribuer le nom, donc il y a un certain nombre de propriétés pour lesquelles je vais revenir par la suite. Donc, pour le moment, vous n'avez pas besoin de faire ça. Vous laissez les valeurs par défaut pour le moment.
On va regarder d'abord les valeurs par défaut, qui, dans la majorité des cas, ils conviennent bien. Mais parfois, vous avez besoin d'être un peu plus précis. Alors ça, c'est le mapping. Alors après, donc, je vais créer les deux les deux interfaces. Donc, dans le package repositories, on va créer un package repositories dans lequel on va créer user repository. Donc, user repository extend GPA repository. Alors, qu'est-ce qu'on va gérer? On va gérer l'entité. Il faut juste faire attention parce que parfois, quand vous faites CTRL espace, la première classe qui sort, vous appuyez sur Entrée. Vous voyez donc la classe user, il y a bien votre classe user, mais la classe user, il y a il y a d'autres classes user de d'autres packages, n'est-ce pas? Et parfois, il se trouve, au lieu d'utiliser votre classe user, vous utilisez la classe user du package org Apache Catalina, par exemple. Et après, à un moment donné, il va vous dire que l'entité c'est pas une entité. Et après, vous allez vous chercher tout simplement parce que vous avez importé la mauvaise classe. Il faut toujours s'assurer que vous importez bien la classe de votre modèle. C'est bien cette classe user. Et le ID, il est de quel type? Type string. Et de la même manière, on va créer, CTRL-C, CTRL-V, on va créer l'interface role repository. Ici, donc, on va utiliser l'entité role et le ID, il est de type blanc. Voilà. Alors, ça, c'est les entités GPA. Et après, donc, on va créer, comme d'habitude, donc, on va créer la couche service dans laquelle on va créer quelques méthodes pour tester. On va créer un package. Ça, c'est la couche métier, si vous voulez. Le package service dans lequel on va créer une interface qu'on va appeler user service. Ça, c'est le nom de l'interface. Alors ici, donc, en principe, dans votre application, souvent, vous aurez besoin d'une méthode qui permet de créer un user. Save user. Add user. Add new user. Alors, qu'est-ce qu'il reçoit un utilisateur? Donc, un objet user, tout simplement. Vous aurez besoin d'une méthode qui permet d'ajouter un rôle. Vous aurez besoin d'une méthode qui permet de chercher un utilisateur par son username. Parce que souvent, quand on va, par exemple, s'authentifier, souvent, l'utilisateur va saisir son username, n'est-ce pas? Quand on va s'authentifier, on va saisir username. Donc, si je connais username, j'ai besoin de charger à partir de la base de données l'utilisateur sachant son username. Donc, ici, j'aurai besoin d'une méthode de user find user by user name. Alors, string username. La même chose, chercher un rôle par son rôle, le nom du rôle. J'ai besoin d'une méthode que je vais appeler find role by role name. Et après, j'aurai besoin d'ajouter un utilisateur à un rôle, ou bien un rôle à un utilisateur. Donc, cette méthode, on peut la déclarer void. Add role to user. Ajouter un rôle à un utilisateur. Alors ici, donc, on a besoin souvent de username, string username. Et le deuxième, c'est le rôle name.
Alors ici, donc, ça suppose dans notre cas que username, il est unique, n'est-ce pas? Et que role name est unique. Ça veut dire que dans la base de données, on devrait utiliser un index unique. OK? Alors, comment on va le faire dans le mapping? Alors, dans le mapping, ici dans la colonne username, on va ajouter la notation colonne. Ici, donc, vous trouverez donc ici unique égale. Alors, quand vous mettez unique égale true, ça veut dire quoi? Vous dites tout simplement que c'est un index unique. C'est un index unique, donc c'est-à-dire au niveau de la base de données, je ne peux pas avoir deux utilisateurs qui ont le même username. Mais en même temps, un username, il ne doit pas dépasser, etc. Donc, vous allez utiliser quoi? Length, par exemple, 20. C'est-à-dire, username doit avoir maximum 20 caractères. Et le nom de la colonne, après, si vous voulez donner le nom de la colonne, vous pouvez le spécifier. Le nom de la colonne égale à quoi? Ici, si vous ne mettez pas, donc il va choisir à la username. Ici, si on respecte, normalement, si on respecte les conventions, donc les bases de données, si votre attribut ici s'appelle username, donc l'autre, on peut l'appeler par exemple username comme ça. User underscore name. Ça, c'est au niveau base de données. Souvent, on utilise majuscule, mais quand il y a un séparateur, on utilise underscore. Donc, ça, c'est les conventions côté base de données. Côté, bien sûr, Java, on utilise la convention classique camel case. Camel case, c'est-à-dire à chaque fois qu'il y a un séparateur, il faut le marquer par une majuscule. Alors, si vous voulez, bon, donc ça, c'est juste pour revenir sur cette partie-là, parce que c'est quand même important de spécifier que username doit être unique. Alors, le mot de passe, c'est pareil. Enfin, le mot de passe n'est pas obligé d'être unique, n'est-ce pas? C'est pas un problème. Parce que chacun va choisir son mot de passe. Et si on choisit le même mot de passe, il ne va pas vous dire que le mot de passe a été déjà choisi par quelqu'un d'autre. Ça n'a pas de sens, n'est-ce pas? Mais par contre, le mot de passe, donc ici, pour le moment, il n'y a pas de contrainte. La même chose pour role. Ici, on va utiliser la notation colonne, length, par exemple 20. Un rôle ne doit pas dépasser la longueur de 20. Et en même temps, il doit être unique. Bon, ça, c'est des petits détails au niveau du mapping. C'est clair? Pas de questions? Alors, je reviens à l'interface. Donc, ici, nous avons la méthode add role to user. Alors, maintenant, cette interface, on va l'implémenter. Et pour l'implémenter, donc, on va créer une classe qui implémente cette interface. Donc, avec IntelliJ, donc, sur l'interface, si vous faites entrée, il vous demande est-ce que vous voulez implémenter cette interface? Oui. Quel est le nom que vous allez lui donner? Bon, il a choisi user service implémentation, parfait. OK. Il vaut pour redéfinir les méthodes et nous aurons quelque chose comme ça. Donc, c'est créer une classe qui implémente l'interface user service et dans laquelle on va redéfinir toutes les méthodes. Alors, avec en fait Spring, donc la couche service, donc utilise quelle annotation? Service. Alors, d'une manière générale, on a déjà vu que dans Spring, en fait, pour indiquer à Spring que c'est une classe qui doit être instanciée au démarrage, on utilise la notation component, n'est-ce pas? Alors, component, c'est général. Donc, on peut l'utiliser dans n'importe quelle couche. Mais en fait, Spring dispose de 3 annotations. Par exemple, pour la couche DAO, pour la couche service, on utilise la notation service. Alors, service, ça veut dire que c'est un component, mais pour la couche métier. Donc, généralement, les composants de la couche métier se vont marquer par la notation service. Et après, si vous voulez gérer les transactions, parce que dans la couche service, on gère les transactions. Donc, on peut utiliser la notation transactional de Spring. Donc, ça veut dire que
les transactions vont être déléguées à Spring. C'est clair? Alors donc la notation service il est utilisée là pour la couche DAO. Généralement il y a une annotation, vous n'avez pas besoin de l'ajouter, qui s'appelle repository. Vous pouvez l'ajouter sur les interfaces Spring Data. En fait, la notation repository, c'est pour indiquer que ça, c'est un component de la couche DAO. Donc, tous les composants de la couche DAO sont marqués souvent par la notation repository. La couche service, les composants sont notés par quelle annotation? Service. Et la couche web, s'il y a REST controller, etc. Donc, on va voir. C'est pour la partie web. Alors, d'ailleurs, vous n'avez pas besoin de faire ça si vous faites... alors ici, donc l'interface GPA repository hérite de ça. No repository bin, qui hérite encore de ça. Qui hérite encore de ça. Vous voyez, donc il y a plein d'annotations derrière. En fait, cette interface hérite d'une autre interface, qui hérite d'une interface, etc. C'est comme ça. Si vous regardez index, etc., donc c'est une annotation indexed. Si vous voulez un petit peu voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de tout ça. Alors bien sûr, la notation repository ici n'est pas obligatoire, mais si vous la mettez, c'est un marqueur qui a un vrai sens. Alors maintenant, comment on va faire pour implémenter ces méthodes? Pour implémenter ces méthodes, donc j'ai besoin des deux interfaces, user repository, et j'aurai besoin de role repository. J'ai besoin de faire l'injection des dépendances. Donc, soit vous utilisez AutoWired. Alors ça, c'est AutoWired, c'est on va dire l'ancienne annotation utilisée pour faire l'injection. Vous voyez bien, il est souligné en gris, il vous dit n'est pas recommandé. Il n'y a pas de problème, mais il n'est pas recommandé. Donc, AutoWired. Alors, qu'est-ce qui est recommandé? C'est plutôt constructeur. C'est l'injection via les constructeurs. Alors, ici, donc, Alt Entrée, ajouter un constructeur avec paramètres. Je sélectionne les paramètres. Et vous faites ça. N'est-ce pas? Donc là, vous faites l'injection via le constructeur. Ou bien, vous utilisez ici la notation tout simplement all-arg. Alors automatiquement, vous avez un constructeur avec tous les... Mais attention, ne mettez pas le constructeur sans paramètres. Si vous voulez faire l'injection via le constructeur, vous créez tout simplement un constructeur avec paramètres. Parce que Spring ne doit pas avoir de constructeur. Si vous lui donnez un constructeur sans paramètres et un constructeur avec paramètres, il ne peut pas faire l'injection. Donc si vous voulez qu'il fasse l'injection via le constructeur, vous lui donnez un seul constructeur. Et comme ça, quand il va instancier, il va utiliser ce constructeur. Ok? Donc, c'est quoi l'avantage d'utiliser all-arg constructor? C'est-à-dire, finalement, à chaque fois que vous ajoutez ici un attribut, donc automatiquement, il est là. Donc, l'injection, elle est derrière. Donc, c'est un constructeur avec paramètres. Alors, ici, donc, si vous voulez ajouter un utilisateur, alors, on va supposer qu'on reçoit un objet user. User, c'est parce que son ID, il est de type string. Donc, il va falloir lui attribuer un identifiant. Ce n'est pas la base de données qui va choisir l'ID de user. Pourquoi? Voilà, parce qu'il n'est pas generated value, parce qu'ici, il est de type string. Donc, c'est la couche métier, c'est votre couche service qui doit se charger d'attribuer un user ID. Alors, pour lui attribuer un user ID, donc ici, au moment de la création, je vais utiliser user.set user ID et je vais utiliser UUID pour générer random UUID.toString. Donc ici, donc, je suis en train de générer aléatoirement un user ID sous forme d'une chaîne de caractères. Donc je vous rappelle que UUID permet de générer une chaîne de caractères qui est unique, qui dépend de la date système.
en hexadécimal. En fait, c'est un nombre en hexadécimal, si vous voulez. C'est un nombre qui est converti en hexadécimal, donc sous forme d'une chaîne de caractères. C'est ce qu'on appelle un UUID. Il est très pratique parce que la majorité des systèmes de gestion de bases de données utilisent UUID pour attribuer un identifiant aux enregistrements. C'est beaucoup mieux que identité. Pourquoi? Parce que identité, c'est un incrément, n'est-ce pas? Ben, c'est un incrément. Vous allez incrémenter jusqu'à quand? Je ne sais pas. Parce qu'à un moment donné, quand même, il y a une limite. Mais par contre, UUID, vous êtes sûr qu'à chaque fois que vous générez un enregistrement, il est unique. Parce qu'en fait, quand vous mettez UUID.random UID, donc vous allez avoir une chaîne de caractères qui va dépendre de la date système. Ok? C'est un aléatoire, la date système, et comme la date système, c'est quelque chose qui change, donc on n'aura jamais. En fait, UUID ne va jamais générer la même valeur. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on va faire dans ce cas-là? Qu'est-ce qu'on va enregistrer? On va utiliser tout simplement user repository.save user. Alors, pour rôle, il n'y a rien à faire parce que le ID, il est généré par la base de données. Il y a generated value, donc je vais utiliser directement role repository.save role. Alors, pour chercher maintenant user par son username. Donc, je suis obligé d'ajouter dans l'interface user repository une méthode qui est très utile. C'est find. Je vais retourner un user. C'est find by username. Find by username. String username. Donc ça c'est Spring Data. Donc vous lui donnez un utilisateur, username, il va vous retourner un objet de type user. C'est bon? Alors, role, on va faire la même chose dans role repository. Vous aurez besoin d'une méthode qui permet de chercher un rôle. Find by name. Role name. Voilà. Alors, normalement, dans rôle, on l'appelait role name, c'est ça. Donc ici, donc, je cherche par le rôle. Et voilà, donc du moment que j'ai ça, bon, il n'y a rien à faire ici, donc je vais utiliser tout simplement c'est user repository. J'appelle la même méthode, find by username. Ici, qu'est-ce que je vais appeler? Role repository. Find by role name. Ok? Et après ici, donc, ajouter un utilisateur, un rôle à un utilisateur. Qu'est-ce qu'on va faire? On va charger l'utilisateur, user, en faisant appel à la méthode find user. Alors, user égale, vous utilisez this.find user by username. Parce qu'en fait, ici, donc, il va... Voilà. Pourquoi il y a une confusion? Ah, pardon. C'est un peu... Find by username. Donc, c'est-à-dire, j'appelle cette méthode-là, tout simplement. N'est-ce pas?
Je lui donne username. Qu'est-ce qu'il va me retourner? User. Ensuite, je vais chercher le rôle. Donc, rôle égale find role by role name. J'ai le rôle. Donc, je vais chercher à partir de la base de données l'utilisateur. Je vais chercher à partir de la base de données le rôle. Et après, je vais ajouter. Et pour ajouter, je vais utiliser donc c'est user.get role.add quoi? Role. C'est-à-dire, je vais aller vers la collection des rôles de l'utilisateur et je vais ajouter le rôle. Mais faites attention, si vous n'avez pas initialisé, si on n'avait pas initialisé, si on n'avait pas fait new arraylist, vous risquez d'avoir un problème. Parce que si vous avez un utilisateur qui n'a pas de rôle, cette collection-là, elle va être nulle. N'est-ce pas? Et c'est les nuls. Donc, si vous faites ça, user.getRole, ça va faire quoi? C'est nul. .add, c'est nul pointer exception. Donc, c'est pour cela. Bon, ça, c'est pour le cas. Alors que si vous mettez donc eager, donc c'est toujours bien de. Mais sinon, il faut vérifier. Si vous dites tout simplement if user.getRole est différent de. Alors ça c'est précaution. Alors ça c'est normalement ça devrait passer, mais en réalité dans le GPA, quand vous lui dites une association bidirectionnelle, normalement ici automatiquement il va dans la base de données, dans la table d'association, il va ajouter le rôle à l'utilisateur. Donc je n'ai pas besoin de faire save. User repository. Je n'ai pas besoin de mettre à jour user. Vous pouvez le faire, mais c'est pas nécessaire. Parce que ici quoi? Parce que la méthode elle est transactionnelle. Transactionnelle, ça veut dire quoi? Ça veut dire ici Spring a démarré une transaction, il a chargé un utilisateur à partir de la base de données, il a chargé un deuxième utilisateur. Vous avez modifié dans la même transaction, vous avez modifié le user, vous lui avez ajouté un rôle. Dès que vous terminez la méthode, il fait commit. Quand il fait commit, c'est-à-dire toutes les modifications que vous avez fait dans vos objets, il va les mettre à jour dans la base de données. Donc ici, vous n'avez pas besoin, d'ailleurs on va vérifier, on n'a pas besoin ici de faire ça. Parce qu'il s'agit d'un update ici. Donc c'est-à-dire dès que vous faites find, si la méthode est transactionnelle, globalement toutes les modifications que vous faites dans votre objet, ils vont se répercuter au niveau de la base de données. Alors si vous voulez vraiment être très correct, l'orienté objet, si vous voulez être très correct, l'orienté objet, c'est que ça veut dire quoi? Une association bidirectionnelle. Bidirectionnelle, c'est-à-dire que l'orienté objet, une fois que j'ajoute le rôle, à l'utilisateur, il faut également ajouter l'utilisateur, n'est-ce pas? Alors, c'est-à-dire quoi? Vous allez utiliser encore role.getUsers.add user. Alors, c'est ça dans l'orienté objet bidirectionnel. Alors, en fait, si vous le faites dans un sens, avec GPA, il va le prendre en considération la base de données. Mais donc, le fait de faire ça, c'est que vraiment vous êtes cohérent avec votre esprit de orienté objet. Alors voilà, donc ça c'est les méthodes dont on a besoin pour le moment au niveau de la couche service. Alors on va vérifier. Alors pour vérifier dans l'application, on va créer on va tester avec créer une méthode command line runner start et on va retourner une fonction qui va s'exécuter au démarrage. Pour que cette méthode start s'exécute au démarrage de l'application, il faut utiliser la notation
bin. Alors bin, je l'ai rappelé la dernière fois, c'est que chaque méthode qui est bin, c'est une méthode qui s'exécute au démarrage de l'application. Et comme on va retourner l'objet command line runner, c'est une interface, automatiquement il va exécuter la méthode run. N'est-ce pas? Ici. Alors vous voyez, l'expression, c'est l'expression lambda, ça revient à quoi? Return new command line runner. Et vous redéfinissez la méthode run. C'est la même chose. Et là, vous écrivez le code. Sauf que ça, c'est la syntaxe classique Java, n'est-ce pas? Vous créez un objet command line runner et vous redéfinissez la méthode run. Mais avec les expressions lambda, vous n'avez pas besoin de faire ça. Alors, d'ailleurs, ici, si vous mettez Alt Entrée, il va vous dire est-ce que vous voulez remplacer par l'expression lambda. Vous dites oui, ça vous donne ça. C'est l'équivalent. Donc, je retourne une fonction qui reçoit des arguments et le corps de cette fonction-là, c'est-à-dire je retourne un objet qui redéfinit la méthode qui reçoit args. Et vous faites le travail. Alors, quand vous avez un seul paramètre pour les expressions lambda, ce n'est pas la peine de mettre les parenthèses. Alors, bien sûr, pour les gens qui n'ont pas un peu jeté un coup d'œil sur les expressions lambda, c'est une nouveauté qui a commencé depuis la version 8, donc il faut jeter un coup d'œil. C'est clair? Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Tout simplement, on aura besoin d'utiliser user service, l'interface user service. On va faire l'injection des dépendances. Alors le fait de déclarer ici, vous faites automatiquement, il va faire l'injection. Et après, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement ajouter add new user. Je vais créer un user. Alors, je peux faire user u égale new user i.set set quoi? Username. Par exemple, je vais l'appeler user 1 i.set password 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors ça, c'est pas bon parce qu'en fait, le mot de passe, il va être enregistré en clair dans la base de données. Après, on va voir, généralement, les mots de passe doivent être encodés, doivent être hachés, n'est-ce pas? Après, il faut chercher dans les librairies, il y a des outils de hachage comme... surtout pas MD5 parce que c'est un peu c'est dépassé, c'est-à-dire c'est pas très fort. Il y a Bcrypt. Alors nous, quand on va travailler, on va utiliser donc Bcrypt, c'est l'encodage qui est le plus fort qui est utilisé en tout cas pour les applications. Alors ici donc c'est pas l'objectif, parce que tout ça on va y revenir quand on va voir Spring Security. Donc ici donc je vais enregistrer user. Donc j'ai un utilisateur U1, je vais créer un deuxième utilisateur U2, ça c'est un admin, avec le mot de passe 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça c'est U2, U2, U2. Je vais créer deux rôles, rôle 1 égale new role, role 1.set role name. J'ai par exemple le rôle étudiant. J'ai le rôle et je vais enregistrer le rôle. La description, on va laisser la valeur par défaut. Donc, cette description, si vous voulez lui donner une description. Donc, rôle 1.set description. Pour le moment, on ne va pas l'utiliser. Et après, on va enregistrer. C'est-à-dire, on va utiliser user service.add new role.
Bah, si vous voulez faire la même chose que la dernière fois, vous utilisez quelque chose comme stream of, vous avez student, le rôle user, le rôle admin. Vous avez ici 3 rôles. Et vous utilisez for each. Pour chaque rôle, vous faites ça. Donc ici, vous créez un rôle. Ici, vous mettez set role name R. Bah, ici, donc, vous allez enregistrer combien de rôles? 3 rôles. Student, user et admin. C'est clair? Donc, on sait comment ajouter les utilisateurs, on sait comment inscrire de nouveaux rôles. Maintenant, il faut affecter les rôles aux utilisateurs. En utilisant user service, par exemple, je vais utiliser add role to user. Alors, je vais prendre l'utilisateur, par exemple, user 1. Je vais lui affecter le rôle student. Je vais également lui affecter le rôle user. Alors ça c'est user 1, ça c'est admin. J'ai le rôle admin. Plutôt l'utilisateur admin. Je vais lui affecter le rôle user. Et également je vais lui affecter le rôle admin. L'essentiel c'est que là il n'y a pas de problème, vous pouvez affecter les rôles aux utilisateurs. Donc, globalement, quand vous avez une relation mini-to-mini, c'est comme ça qu'on la traite dans les applications. Et si vous faites le travail comme ça, c'est vraiment ça, c'est le travail clean. C'est-à-dire, quand vous êtes dans une entreprise, vous trouverez le code qu'on va écrire. Si vous écrivez ça, ça y est, c'est très bon. C'est-à-dire, vous avez fait vraiment le, c'est-à-dire, vous avez respecté les bonnes pratiques. Mais après, donc, vous pouvez toujours utiliser d'autres choses. Alors, tout ce qui manque ici, c'est dans la méthode dans la méthode ici, save user. On va le voir tout à l'heure. Alors, dans la méthode save user, ici, il faut hacher le mot de passe. Avant de l'enregistrer dans la base de données, qu'est-ce qu'on va faire? User.setPassword. Vous prenez le mot de passe qui est en clair, il faut le hacher avec une fonction de hachage et après vous l'envoyez vers la base de données. Et ici, je ne vais pas le faire. On va regarder d'abord, parce que ça fait partie de la couche métier. Alors, on va vérifier si tout ça marche bien. Alors, pour cela, on aura besoin de spécifier la base de données. Alors, ici, donc, c'est h2 console enable true et après on va utiliser Spring data source URL, c'est GDBC. On va utiliser h2 mem in memory database. La base de données s'appelle users db. Alors ça c'est au niveau de h2. Et après le numéro de port, on va utiliser 8083. Alors j'exécute l'application et on va voir si tout marche bien, parce que tout à l'heure, en fait, je vous ai dit que ce champ description, c'est un attribut qui est normalement un mot-clé dans SQL. Ça devrait normalement, au moment de la génération de la base de données, ça devrait créer un problème. Bon. En tout cas, avec MySQL, ce problème-là, je l'ai toujours eu. Avec H2, je ne sais pas. On va regarder. Alors, l'application
il est démarré. On va regarder donc localhost 8083 slash h2 console. Alors la base de données s'appelle usersdb. Alors a priori, bon, c'est pas de problème. Alors ici donc vous avez les rôles. Alors ici donc student. Donc les rôles créés. Alors ce que je vous disais tout à l'heure, après on va basculer vers MySQL. Je pense sur MySQL, ça va poser problème. Mais attendez, descendant SQL, c'est avec DES, c'est comme ça. Parce que normalement c'est un mot-clé du langage. Alors on va vérifier après, vous me rappelez à la fin avec MySQL, d'accord? Alors donc nous avons les utilisateurs, nous avons les rôles, nous avons les utilisateurs. Vous avez user 1 et user 2. Mais là, vous avez un mot de passe en clair dans la base de données, c'est très grave. Donc, le mot de passe ne doit jamais être stocké en clair dans la base de données. Sinon, c'est une faute professionnelle. C'est même pire. C'est pas uniquement faute professionnelle, mais c'est une faute juridique. Oui. C'est-à-dire, n'importe quel système d'information n'a pas le droit de stocker les mots de passe en clair dans la base de... Parce que le mot de passe, c'est la propriété d'un utilisateur. Il n'y a personne d'autre qui n'a le droit de voir son mot de passe, même l'administrateur de base de données. C'est-à-dire, si jamais vous trouvez quelqu'un en train de stocker vos mots de passe dans la base de données en clair, vous pouvez l'attaquer en justice. C'est pas ce qui manque. Mais c'est juste pour juste vous montrer que parfois, c'est une chose pour vous. Bon, vous êtes des étudiants, moi, il n'y a pas de problème, tout est clair, etc. Mais en entreprise, ça, c'est des choses qui coûtent, c'est-à-dire, c'est très important. Alors, après, vous avez rôle user. Alors, ça, c'est la table d'association. D'ailleurs, par défaut, elle est appelée rôle users. Alors, on voit bien ici, donc, le rôle numéro 1, on l'a associé à l'utilisateur, le premier utilisateur, n'est-ce pas? Rôle 2, user. Alors ici, donc, vous voyez, donc, parce qu'on a utilisé UUID, alors nos utilisateurs, ok? Alors, vous voyez donc le ID de user, c'est un UUID. Donc, c'est une chaîne de caractères qu'on a générée aléatoirement, donc je vais vous les montrer. Donc, l'essentiel, c'est que ici, donc, vous avez réussi à affecter les rôles aux utilisateurs sans problème. Ok? Alors, si vous voulez consulter maintenant un utilisateur, on va juste faire un petit test. Alors, supposons j'ai un utilisateur. Alors, si vous voulez, on va ajouter une méthode, par exemple, d'authentification pour authentifier un utilisateur. Bon, cette méthode-là, en principe, dans notre interface, alors c'est une méthode qui va retourner user. Alors, on va l'appeler, par exemple, authenticate. Alors, qu'est-ce que l'utilisateur va spécifier? Username et le mot de passe. Alors, string username, string password. Alors, on va redéfinir cette méthode.
Alors, pour redéfinir cette méthode-là, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, tout simplement, on va charger l'utilisateur. User égale à quoi? Égale user repository.find by username. Ou bien on appelle directement la méthode qui existe ici. La méthode existe déjà. Donc, vous voyez, donc, on cherche l'utilisateur. Et on va vérifier si le mot de passe saisi par l'utilisateur est le même mot de passe qui existe dans la base. Donc c'est ça, c'est comme ça qu'on fait l'authentification. C'est-à-dire, if user.getPassword.equals de quoi? Password. Ça veut dire c'est OK. On va retourner user. Alors sinon, bah, tout simplement, on va générer une exception. Throw. Alors on va utiliser par exemple new runtime exception. Bad credentials. C'est-à-dire username ou bien le mot de passe n'est pas bon. Mais il faut faire attention ici parce que ici, si user est nul, pas? C'est-à-dire l'utilisateur username n'existe pas. If user égale alors on va pas lui dire, on va pas dire dans l'exception comme quoi username n'est pas bon. Parce que pour la sécurité généralement c'est username ou le mot de passe, vous lui dites ça marche. Parce que si vous lui dites username n'est pas bon, il sait que c'est username là où il y a problème. Donc il va commencer à se focaliser sur username. Il ne faut pas donner des indications. D'accord? Donc bad credentials, c'est un problème. Alors, mais par contre, s'il n'est pas nul, on va vérifier le mot de passe. Si le mot de passe est bon, on va retourner user. Sinon, dans tous les cas, on va retourner plutôt une exception. Alors ça, c'est une méthode qu'on va tester ici. Alors pour la tester, bon, après, on va voir qu'en fait, ce travail-là qu'on est en train de faire là, ça, en fait, c'est Spring Security qui le fait. Quand on va utiliser Spring Security, c'est lui qui va gérer cette... C'est-à-dire presque qu'on est en train de créer un autre modèle d'authentification. Mais ça, c'est un module qui est fourni par Spring Security. Alors ici, donc, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais chercher un user. On va faire un try catch. On va chercher user. User égale, c'est user service. Authenticate. Je vais identifier user 1 avec le mot de passe 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si ça marche, je vais essayer d'afficher des informations sur l'utilisateur. Donc c'est user.getUserID. Normalement, parce que ces informations, après, on les place dans la session de l'utilisateur. GetUsername. Et je veux afficher ces rôles. Pour afficher ces rôles, on va utiliser user.getRole for each. Pour chaque rôle, je vais afficher les rôles.
Alors ici donc exception.print statement. Ici donc on va juste afficher la trace de l'exception. Alors si j'exécute, alors qu'est-ce que vous voyez? Une exception qui est générée. Alors, vous voyez, c'est quoi cette histoire-là? Stack Overflow. Alors ça c'est un petit détail, c'est très difficile à voir. Regardez, qu'est-ce qu'on affiche là? C'est R. Et c'est quoi R? C'est R.toString. Bien. Parce que si vous ne mettez pas la méthode, ça, il va faire appel à la méthode toString. Or, vous avez utilisé Lombok, n'est-ce pas? Alors avec Lombok, la notation data, il ajoute automatiquement une méthode toString. Cette méthode-là, qu'est-ce qu'il retourne? Il retourne ID, description, il retourne la liste des utilisateurs. Et si vous regardez la liste d'utilisateurs, il y a toString, Lombok. Et la méthode toString, qu'est-ce qu'il retourne? Il retourne user ID, username, password et la liste. Vous voyez donc un rôle qui retourne la liste des utilisateurs. Chaque utilisateur va retourner la liste des rôles. Vous trouvez dans une boucle. C'est la méthode toString qui vous cause ce problème. Donc là, il faut faire attention. Donc la méthode toString, il inclut tous les attributs. Quand vous avez une association bidirectionnelle, le fait d'afficher la méthode toString, ça peut engendrer des choses comme ça. Donc soit, bon, c'est pour cela en fait toString, si vous voulez l'éviter, l'attribut ici, l'attribut par exemple, vous voulez par exemple cet attribut rôle, vous ne voulez pas le mettre, plutôt on va faire l'inverse, le rôle, on ne veut pas retourner la liste des utilisateurs. Ici vous utilisez la notation toString.exclude. C'est-à-dire, c'est comme si vous dites cet attribut-là, à Lombok, ce n'est pas la peine d'inclure la méthode toString. On va regarder. Alors, ça, c'est Lombok. Alors, vous voyez donc ici, j'ai bien user 1, j'ai son user ID qui est affiché, user 1, et voilà les rôles. Ça, c'est la méthode toString. OK? Et vous voyez la méthode toString, il me retourne ID, la description et le nom du rôle. Mais il a exclu users, parce que tout à l'heure avec users, c'est-à-dire ça m'entraîne dans une boucle infinie. C'est bon? Alors, vous savez maintenant à peu près comment gérer l'association mini-to-mini d'une manière on va dire, d'une manière correcte. Alors, si vous authentifiez un utilisateur avec un mot de passe qui n'existe pas, ici, vous allez avoir une exception ici, bad credentials. C'est-à-dire l'utilisateur n'est pas bon. 1, 2, 3. Si vous cherchez dans Java, vous trouverez une librairie, donc javax.security, qui contient pas mal de méthodes dans lesquelles on peut faire le hachage des mots de passe, comment faire la signature numérique. Mais si cela ça vous intéresse, alors dans la chaîne, donc vous trouverez quelques vidéos sur la crypto en Java. C'est-à-dire comment les différentes techniques, c'est une compétence très intéressante parce que je crois dans votre cursus, vous n'aurez pas l'occasion de le voir. Et je vais vous envoyer une série de vidéos qu'il faut voir. Comme ça, vous aurez une idée c'est quoi la différence entre l'encodage, le hachage,
signature numérique et tout ça. Donc ça, c'est des connaissances que vous devrez avoir, mais on va les traiter à part. Donc, je reviens à la base. Donc, ici, voilà. Donc, vous avez une application qui marche bien. Alors, vous avez donc les utilisateurs. Alors, pour le moment, ça c'est mot de passe, il est en clair. Vous avez les rôles. Et vous avez utilisateur rôle. Alors, ce que je vais faire, je vais juste basculer vers MySQL. Alors, si vous voulez basculer vers la base de données MySQL, où est-ce qu'il faut changer? D'abord, dans le fichier POM XML, donc ici, on va mettre h2 en commentaire. Donc, c'est block comment. Et après, on va ajouter la dépendance MySQL connector. Ça va. Elle est là. Donc ça, c'est la dépendance de MySQL. Et après, il faut rajouter donc. Alors ici, donc, je vais prendre un exemple de projet qu'on a déjà fait sur GPA. Alors j'ai les propriétés, je vais copier. Ici. Donc je ne vais plus utiliser donc h2, je désactive ça. Mais par contre je vais utiliser donc la base de données. Voilà, data source URL c'est MySQL. Donc je vais la créer s'il n'existe pas. Alors la base de données, on va l'appeler users. Alors ça c'est users. DB. Et voilà, username, password, on va utiliser MariaDB Dialect comme on a fait la dernière fois. Voilà, les propriétés. Et on va... Et l'URL, qu'est-ce qu'il a? Non. Ici, attendez, ça pour moi c'est un commentaire, mais j'ai mal fait. Hein. C'est pas comme ça qu'on commente le... C'est dièse, merci. Tout à fait. Alors je vais démarrer exemple. Je démarre l'application. Alors regardez bien. Alors sur MySQL, vous avez quelques exceptions. Regardez. Alors quand il essaie de créer la base de données, create, n'est-ce pas? Create table. Ben, il a trouvé, il y a un champ qui s'appelle desk. Pour moi, c'est la description, n'est-ce pas? Mais pour MySQL, c'est un mot-clé qu'il n'admet pas dans la structure, la base de données. Vous voyez, donc si ça passe sur H2, ça ne veut pas dire que ça va passer sur n'importe quelle base de données. Donc là, il génère le schéma. Donc, et là, il ne vous dit pas qu'il n'accepte pas, il vous dit qu'il y a une erreur ici. Donc c'est au moment de la création, la base de données, c'est ce que je voulais vous montrer. C'est bien ça.
il ne peut pas exécuter la requête SQL. Voilà. Mais si vous cherchez dans caused by, l'information va se trouver à ce niveau-là. Ici. Alors, c'est quoi la solution? Alors, donc, si vous changez l'attribut, vous allez changer le code, n'est-ce pas? Moi, je ne vais pas changer le code, j'utilise la notation colonne. Alors, description ici, au lieu de ça, je vais utiliser colonne name égale description. C'est bien écrit? Donc il faut faire attention avec les attributs, c'est-à-dire qui représentent des mots-clés du langage SQL. Group, select, by, des choses comme ça. Bon, ça peut poser problème. Alors, duplicate. Maintenant, ça c'est autre chose. Maintenant, il vous dit que duplicate parce que dans la base de données, il a déjà inséré un utilisateur avec user 1. Maintenant, on réexécute une deuxième fois. Vous voulez encore l'insérer. Or, nous avons utilisé username, c'est unique. Alors, c'est pour exécuter notre application, au lieu de update, on va mettre create. C'est-à-dire, on va lui demander à chaque fois d'écraser la base de données. Ou bien, il faut mettre en commentaire, une fois que l'utilisateur est ajouté dans la base de données, il faut mettre en commentaire les lignes. C'est ça? Alors, vous avez l'application, donc on a basculé vers MySQL et on peut voir notre base de données, localhost, phpMyAdmin. La base de données s'appelle DB Users. Non, c'est pas celle-là. UsersDB. Parce que là, on n'a pas tout ça. C'est l'inverse. Voilà. Donc vous avez la table role, oui, la table users et la table role users. Okay. Alors seule chose qui manque, je vous demanderai de faire vous-même, c'est devoir régler ce problème que hacher le mot de passe. Okay. Alors, on va juste ajouter, comme la dernière fois, un petit contrôle pour voir, pour consulter les utilisateurs. Côté application, je vais créer un contrôleur. Je vais créer un package web que je vais appeler users controller. Alors, ça, c'est la couche web. On va utiliser, comme la dernière fois, donc je vais utiliser un REST controller. C'est une partie qu'on n'a pas encore fait. La même chose ici, c'est juste, c'est bien de la connaître pour le moment. J'aurai besoin d'utiliser user service. Je fais l'injection des dépendances par constructeur ou bien auto-wire. Et j'ai besoin de consulter un utilisateur. Par exemple, je veux consulter un utilisateur. Je vais utiliser user. Alors, get mapping / users. Alors, je vais consulter la liste des utilisateurs ou bien je vais consulter un utilisateur sachant la liste des utilisateurs. On n'a pas, sachant son username. Alors, je vais utiliser un paramètre ici, username. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais récupérer un utilisateur user. User égale à quoi? C'est user service.find user by username. Ici, donc, le paramètre string user name
Mais il faut indiquer que, en fait, ce username-là, ça représente ce paramètre qui vient sur le path. Alors, avec Spring MVC, vous allez admettre qu'on utilise une annotation qui s'appelle path variable, comme ça. C'est-à-dire ce paramètre-là, c'est ce paramètre qui vient dans le path. Et je vais retourner user. Bon, ça c'est juste un petit truc qu'on n'a pas encore fait, mais c'est bien dès que vous faites vos activités pratiques, c'est bien déjà de vous projeter dans ce qu'on va faire par la suite. Sauf que ici vous aurez le même problème. Ben, si vous vous rappelez, problème du site boucle infini, localhost 8083/users/ maintenant users, et après je vais mettre username, c'est user 1. Vous voyez donc le site boucle infini parce que j'ai une association qui est bidirectionnelle. Comment on l'avait réglé la dernière fois pour la sérialisation de JSON? On l'avait réglé dans la classe role. Nous avons ajouté JSON property avec access write only. Alors ici donc je consulte un utilisateur au format JSON. Donc je vois username, je vois le mot de passe, ça c'est très grave. Quand on voit un mot de passe en clair comme ça, c'est en prison. Alors j'ai admin, donc je vois bien ces rôles, user et admin. Alors si vous ne souhaitez pas que le mot de passe soit envoyé, même s'il est haché, alors qu'est-ce que vous allez faire dans la classe user? Username ici, vous allez encore utiliser JSON property access voilà, c'est-à-dire c'est uniquement en écriture. En lecture, on ne va pas le consulter. Comment? C'est pas username, c'est pour le password. Tout à fait. Merci. Voilà, alors ici donc j'ai l'utilisateur, j'ai bien username, mais je n'ai pas le mot de passe. Donc il n'est pas sérialisé. Voilà, alors ça c'est pour, je pense qu'on a dit tout ce qu'il faut pour la partie mini to mini. Alors pour après la pause, donc je vous laisserai le temps de pratiquer un peu ce que nous avons fait la semaine dernière et cette semaine. D'accord? Donc si vous n'avez pas commencé ce qu'on a fait la semaine dernière, donc vous commencez d'abord par ça et vous essayez donc de travailler sur cette partie-là. Vous regardez votre support. Normalement, vous allez trouver donc tout ce qu'il faut pour travailler ça en attendant de vous envoyer l'enregistrement vidéo. Ok? Alors prenez la pause tout à l'heure. Alors donc après la pause 15 minutes, ne m'attendez pas. Là, parfois, je prends du temps et je trouve que toujours vous êtes 15 minutes, 20 minutes, vous rentrez, vous reprenez vos places. Ça fait? Je vous fais confiance.